Donc bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire un peu qu'est-ce que c'est Flying Hawk, Scourgebringer et tout ça? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Thomas. Je suis entre guillemets la moitié d'un duo de personnes qui font des jeux vidéo dans un collectif qui s'appelle Flying Hawk Games. Et donc, nous faisons du jeu vidéo depuis maintenant presque 6 ans. Et on bosse actuellement sur un projet qui s'appelle Scourgebringer, qui est un roguelike platformer que les gens décrivent comme étant un Dead Cells mix avec Celeste, avec un peu de Devil May Cry. Et donc très action, très speed, et c'est le genre de jeu qu'on aime bien faire. D'accord. Donc votre dernier jeu c'était Neurovoider, c'est ça? Qui était aussi un roguelike, mais plus en vue de dessus, c'est ça? Voilà, absolument. C'était un twin stick shooter vu de dessus avec des robots et des explosions. C'est une belle description, c'est des explosions. Donc comment vous est venue l'idée de Scourgebringer? Un peu par dépit. Parce que c'est un peu bizarre. Parce que si tu veux, nous quand on commence à réfléchir à des nouvelles idées de jeu, on réfléchit d'abord au gameplay avant de réfléchir à l'histoire, etc. Et donc on commençait à prototyper des jeux et on savait qu'on voulait éventuellement refaire un roguelike, etc. Et on commence à faire des choses et en prototypant on se rend compte que on est un petit peu en train de refaire Neurovoider. Donc c'était pas le but, tu vois. Et quand on commence à prototyper, on fait toujours une liste de choses qu'on a envie de tester et qu'on prototype pour voir ce que ça donne, et une liste de choses qu'on n'a surtout pas envie de faire. Parce que ce sont des choses dans lesquelles où on a peu d'expertise et où on pense dans lesquelles on se sentira pas à l'aise et où ça sert à rien d'aller. Et parmi ces trucs qu'on n'aime pas, il y avait un platformer. Ouais. Et parce que faire un platformer, en fait, c'est un truc hyper pointu en termes de physique, en termes de toutes les petites mécaniques cachées que tu mets en place pour que ça soit satisfaisant en prise en main. Et c'est toute une science que nous, on pensait ne pas avoir. Donc on l'a mis dans les trucs qu'on ne voulait pas essayer. Et on garde toujours cette liste de côté parce qu'en fait, si tu veux, dans notre processus de réflexion et de créativité, quand on est bloqué, quand on sent qu'on va nulle part et quand on sent qu'on ne trouve pas forcément d'idées qui sont satisfaisantes, on ajoute un élément perturbateur. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de réfléchir dans la routine. C'est toujours essayer d'ajouter quelque chose de nouveau dans notre réflexion, dans notre vie, qu'on n'a pas l'habitude et que peut-être ça va faire émerger des idées. Et donc du coup, on s'est dit, viens, on essaie de faire un platformer, et puis non, j'ai pas envie et tout. Et puis on commence à prototyper ça, et puis au bout d'une semaine, on se rend compte que, ah ouais, putain merde, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Et on a continué de gratter, et puis ça a donné ce que ça a donné, et assez vite on a convergé vers un truc, quoi. En plus vous êtes encore sur Monogame, si je pense, hein, comme Neurovoider. Ouais, absolument. Ouais, on utilise Monogame. On n'a pas d'a priori sur l'utilisation d'un moteur ou d'un autre. On utilise juste ce avec quoi on est à l'aise par rapport au projet qu'on est en train de faire. D'accord. Donc, depuis quand vous travaillez sur le jeu? Quand est-ce qu'a commencé le développement? On a commencé le développement en mars 2018. Donc, ouais, ça fait une bonne année et demie là. Et on a encore au moins un an de boulot derrière, quoi. D'accord. Comment s'est passée la transition entre Neurovoider et Scourgebringer? Est-ce qu'elle a été difficile dans la continuité Pas simple dans le sens où Neurovoider est un jeu qui aujourd'hui est un succès mais qui à la base ne l'était pas. Donc on était dans une situation qui était relativement casse-gueule. Et on a commencé à faire des portages console du jeu, etc. Et en fait quand on fait des portages console, il y a beaucoup de temps d'attente. Parce que quand on envoie le jeu au consolier, il faut attendre les certifications, etc. Et c'est un processus qui met 1-2 semaines. Donc, et c'est du temps sur lequel où tu ne peux pas faire avancer ton jeu actuellement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit jeu. En attendant, on a fait un jeu qui s'appelle Book Ready Kid, qui est un jeu de game jam qu'on a refait à neuf et qu'on a publié sur notre temps où on attendait en fait des réponses des consoliers. Et c'était cool parce que ça nous a permis de souffler. C'est un petit jeu, je sais plus, il doit être à 3 balles sur Steam, un truc comme ça. Ouais, il coûte pas cher. Et nous, ça nous a vraiment permis de souffler et de pas tout de suite se remettre sur un gros truc et de vraiment prendre du recul en fait. Et c'est que après tout ça, le jeu, je crois qu'on l'avait sorti en
février 2018 si je me trompe pas. Et donc un mois plus tard, voilà, on commençait Scourgebringer, quoi. D'accord. Ouais, Bougre des Kids, il avait l'air très sympa. J'ai pas encore eu le temps de me le prendre et d'y jouer, mais il avait l'air assez sympathique, même si pas au niveau, enfin je veux dire, au niveau temps et au niveau durée de vie que Neurovoider. Donc j'ai vu que vous mettiez très en avant votre communauté durant les phases de développement, donc avec actuellement une alpha sur votre Discord et sur Steam. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important? Pour nous, ça l'est. En fait, ce qu'il y a, c'était plus quand on a commencé à faire Neurovoider, on venait un petit peu de nulle part. Enfin, je veux dire, personne ne nous connaissait, etc. Et on avait du mal à communiquer envers la presse, etc. Enfin, je veux dire, c'est un métier hein, de faire de la gestion de presse, etc. Qui n'est pas le nôtre. Et donc on se disait quelle est la meilleure manière pour nous d'un petit peu essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Et là où on en est venu, c'est faut qu'on essaie de fédérer une communauté, de construire une communauté. Et aussi, il y avait l'autre aspect qui était que pour nous, faire un roguelike, c'est quelque chose d'assez exigeant, parce que le public est exigeant. Et on voulait pas se planter à faire un jeu dans notre coin, le publier et se rendre compte que ça marche pas. Donc on avait un besoin qui était vraiment essentiel pour nous, d'avoir des retours, et en même temps de fédérer une communauté. Donc ça nous a paru ultra naturel de faire un développement ouvert. Donc Neurovoider, on l'a fait, on faisait des updates toutes les semaines et on en a fait, je sais plus, 57 avant que le jeu y sorte. C'était ma boule. Mais on a beaucoup aimé bosser comme ça en fait. On a beaucoup aimé bosser avec la communauté. On a plein d'anecdotes où on a mis des choses en place dans le jeu et ça collait pas. Et grâce à la communauté, on a pu ajuster et faire une autre proposition et on se rend compte que ça marche. Donc on est très preneur de feedback. Notamment par le fait on a mis des systèmes de feedback dans nos jeux pour que les gens puissent nous envoyer des feedbacks sans avoir à quitter le jeu. Sur notre Discord, on a un système de feedback. Pour nous, c'est hyper important. Et quand on a commencé à bosser sur Scourgebringer, on s'est dit de quelle manière est-ce qu'on a envie de bosser. Et on s'est dit est-ce qu'on bosse de la même manière qu'on aime déjà faire. Et c'était le cas. Donc on s'est dit on refait un développement ouvert. Et on s'est dit mais il faut qu'on le fasse d'une manière encore plus transparente et encore mieux si on peut le faire. Et c'est ce qu'on a fait et j'espère que ça marche pour l'instant. Enfin, en tout cas nous on est content de bosser comme ça. Et on va dire qu'actuellement on ne se voit pas bosser sans la communauté, quoi. On ne s'attend pas à ce que la communauté fasse notre jeu, c'est absolument pas le but. Mais ce que je veux dire c'est que les feedbacks qu'on a sont assez essentiels sur notre travail. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de recul sur ce qu'on fait. C'est sûr, sur un roguelike où il y a quand même beaucoup de maniabilité, beaucoup de ressenti sur les contrôles et tout ça, c'est assez important de savoir l'avis du plus grand nombre, quoi. Surtout sur un jeu. Bon, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer énormément, mais c'est assez exigeant et c'est très. C'est pas un jeu facile, quoi. D'accord. Donc maintenant j'ai une petite question qui sort un peu du contour de Scourgebringer, mais j'avais vu que tu en avais parlé du coup sur Twitter. Donc Steam a été condamné cette semaine par le tribunal de grande instance de Paris à cause d'une accusation, enfin d'une mise en demeure, je sais pas si c'est le bon mot de UFC que choisir, à propos du fait qu'on se fasse bannir de Steam si on revend notre bibliothèque de jeux. Et est-ce que tu penses que cette condamnation, bon ils ont fait appel entre temps, mais est-ce que tu penses que cette condamnation va changer quelque chose au milieu du jeu indépendant actuel? Je pense pas. Imaginons que Steam perde un appel. Donc ça veut dire que Steam va être contraint à autoriser les utilisateurs Steam à pouvoir revendre leurs jeux uniquement en France. Donc, parce que je vois mal Steam essayer de faire un truc à une plus grande échelle. Ça peut se passer de plusieurs manières. Soit Steam le permet et le fait d'une manière hyper transparente et hyper accessible. Donc genre avec un petit panneau marché où les gens peuvent revendre les jeux qu'ils ont actuellement, ils fixent leur prix, etc. Et on voit une liste de prix, on peut les acheter, etc. Je pense pas que ça soit dans leur intérêt, parce que ça va entièrement dévaluer le prix des jeux. Et si c'est un espace public où les gens peuvent acheter et vendre des jeux, ça va prendre pas sur le store principal.
Donc beaucoup de gens ne vont plus acheter leurs jeux neufs et je pense pas que ça soit dans l'intérêt de Steam de vendre moins. Et même s'ils prennent une com après derrière, etc. Et c'est non plus pas dans l'intérêt des développeurs, même si le fait que ça soit intéressant, si c'est dans un sein de Steam, ça veut dire que Steam peut éventuellement reverser une part aux développeurs. Ça c'est intéressant. Parce que si tu prends le cadre de store alternatif comme G2A, les développeurs ne touchent rien du tout sur les ventes de clés, etc. Donc d'un côté, je pense qu'ils le feront jamais. Parce que ça va fortement dévaluer le magasin et ça va aussi, pour les développeurs, fortement tout dévaluer. Le seul intérêt que moi j'y vois, c'est que ça peut faire disparaître des trucs comme G2A. Ouais. Mais je pense pas que ça arrivera. Si je devais prendre les paris sur comment est-ce qu'ils l'implémenteraient, à mon avis, ça serait un petit peu comme les remboursements, les refunds. Tu dois contacter le support de Valve et à mon avis, ils vont rendre la chose tellement obscure et tellement compliquée à faire que personne ne va jamais le faire. Ouais, ce sera possible à faire mais ultra pénible quoi. Voilà, ouais. Et à mon avis ça va finir comme ça. D'accord. Ouais, c'est vrai que de pouvoir revendre ces jeux, en plus si c'est comme avec les jeux d'occasion et tout ça, le développeur touche rien du tout derrière et ça peut vraiment être déjà que Steam est très sympathique envers les développeurs indépendants actuellement, ça peut vraiment être un gros problème d'avoir des choses comme ça. Et du coup, on va rester sur Steam pour cette avant-dernière question, enfin que j'ai. Steam a fait du coup pas mal de modifications récemment avec un nouveau store, avec pas mal d'autres choses, dont un nouveau système sur les wishlists. Du coup, avec des changements de la mise en avant et des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça peut avoir un impact sur les développeurs indépendants et les revenus que vous pouvez avoir dessus ? Alors oui, carrément, ça peut avoir un impact. On ne sait juste pas encore quel type d'impact ça va vraiment avoir. Parce que concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Steam a changé ses algorithmes de recommandation. Donc quand tu vas sur la page principale de Steam, tu as un truc recommandé pour vous, où tu as un petit carrousel où tu peux voir des jeux, écrit par exemple, ce jeu-là il t'est recommandé parce que tu aimes les RPG et que ton copain machin, il a joué à ce jeu-là. Et aussi quand tu es sur la page d'un jeu, tout en bas de la page, tu as un truc jeu similaire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ces deux moyens-là, c'est quelque chose d'ultra précieux pour les développeurs parce que c'est un des vecteurs principaux qui fait que les gens arrivent à voir ton jeu. Et en changeant cet algorithme, avant, cet algo, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait les tags. Donc quand tu as une page de jeu, les utilisateurs ils peuvent taguer un jeu. Donc mettre par exemple, ça c'est un roguelike, c'est un platformer, etc. Et en fait, ces recommandations-là, avant, elles utilisaient les tags. Donc Steam te recommandait des jeux par rapport aux jeux que tu regardais et aux jeux que tu joues. Ce qui a du sens, tu vois, on te recommande des jeux que tu es le plus susceptible d'aimer parce que c'est les mêmes auxquels tu as joué. Ce que Steam a changé là, le résultat immédiat que ça a fait, c'est que les recommandations ne sont plus basées sur les tags, mais sont basées sur quels jeux sont actuellement en train de bien se vendre. Donc par exemple, dans les jeux similaires maintenant, c'est des cas qu'on a vus complètement, mais si tu es sur la page d'un jeu de stratégie, tu vas avoir en premier une recommandation pour un jeu de skateboard. Dans ce qui a écrit jeux similaires. Donc le système il est complètement biaisé et c'est une logique financière et elle paraît tout à fait légitime. Je veux dire, Steam est un magasin. Ils sont là pour vendre des jeux et ils ont tout intérêt, eux, à mettre des jeux qui se vendent. Et le problème du coup, c'est que ça donne plus l'opportunité à des jeux justement d'avoir des wishlists qui sont hyper importantes quand tu lances un jeu, etc. Et on ne sait pas encore comment analyser ça. Parce que l'impact immédiat pour les jeux qui ne se vendent pas bien, notamment les jeux qui ne sont pas encore sortis. Donc forcément, un jeu qui n'est pas sorti ne peut pas se vendre. Et vu qu'il ne peut pas se vendre, il est chanté par l'algorithme Steam qui focus uniquement sur les jeux qui sont en train de bien se vendre. Et c'est compliqué parce qu'on ne sait pas dans le futur ce que ça veut dire. Nous, on a vu des baisses de stats qui sont monumentales, mais on ne sait pas si par exemple le fait d'être beaucoup moins visible va changer quelque chose si maintenant tu sors ton jeu. Par exemple, si tu sors ton jeu, maintenant que les jeux qui se vendent bien sont encore plus visibles, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de ne pas être visible avant
et qu'une fois que tu lances ton jeu, s'il se vend bien, ça va automatiquement remonter. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est encore hyper tôt, on ne sait pas comment analyser ça, et même Steam de leur côté, ils ont encore un petit peu l'air de pousser quelques boutons à droite et à gauche pour voir comment ça bouge, et on ne sait pas. Et en plus, je crois que sur les recommandations, le nombre de fois où le jeu est dans une wishlist de personnes, c'est super important pour un développeur. Ou les 24 premières, je sais plus si c'est les 24 ou les 48 premières heures, le nombre de ventes fait qu'il sera mis en page d'accueil, des choses comme ça. Ouais. Le nombre de wishlists que tu as te donne du poids en fait pour être mis en avant par Steam automatiquement. Si tu as un certain nombre de wishlists, Steam te fait de la pub avant ton lancement ou à ton lancement, en supposant ce jeu il va peut-être être populaire, on va le mettre en avant. Et donc du coup, avant que ton jeu sorte, c'est assez important d'essayer d'obtenir des wishlists de la part des utilisateurs pour essayer de transformer tout ça en un lancement correct, quoi. Donc c'est assez déterminant, et c'est des chiffres qui ont des taux de conversion assez prévisibles. Donc c'est une métrique qui est hyper importante. C'est probablement la métrique la plus importante parce que c'est celle qui est la plus tangible en fait. D'accord. Et du coup, je vais te poser une dernière question pour revenir à Scourgebringer. Quelles sont les prochaines étapes du développement, les prochains objectifs, et si vous avez déjà une idée d'une date de sortie ou une période de sortie pour le jeu? Alors nous, les étapes à court terme, ça va être comme faire du contenu. Donc nous, on a la base du jeu, on pense qu'on a, et on est assez satisfait de ce qu'on a. Il y aura forcément encore beaucoup d'équilibrage, de polish, etc. Mais là, il faut qu'on fasse du contenu. Donc on va faire du contenu jusqu'à la sortie du jeu. Et le faire grossir la rejouabilité. Et pour une date de sortie qui sera probablement l'année prochaine, sans plus de détails pour l'instant. Et le jeu passera probablement par une early access avant. Et sur console, a priori. On ne sait pas encore exactement lesquelles, mais ça devrait sortir sur console. D'accord. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, et en espérant que Scourgebringer se vende bien, que Steam décide pas de planquer au fond de la corbeille, et que ça marche comme vous voulez. Hein. Merci beaucoup à toi aussi.